vidéo, et cette fois-ci c'est une vidéo réaction sur la chaîne de Vision. Bien sûr, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, il fait de très bonnes vidéos. Et aujourd'hui, on va réagir, enfin je vais réagir à les tréfonds les plus sombres d'internet, volume 3. Voilà. Du coup, voici ma réaction. N'hésite pas à t'abonner si ça te plaît, si tu aimes bien savoir mon avis. Voilà. Du coup, c'est parti. Et désolé les gens, mais je vais manger en même temps. Parce que j'ai pas encore mangé. Ok. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voyager à travers 4 histoires. La première parlera de la toute première énigme d'internet, la deuxième d'un youtubeur qui a dû faire face aux agents secrets les plus controversés des États-Unis pour une simple collection de cartes, la troisième d'une personne se faisant traquer par le FBI et en le déclarant publiquement sur Reddit. Enfin, la dernière histoire traitera d'un utilisateur Twitter dont le destin a basculé à peine quelques heures après son dernier tweet prémonitoire. Bienvenue dans ce nouvel épisode des tréfonds les plus sombres d'internet. Oh. Avant, je consultais comme 99% des gens l'heure sur mon téléphone. Mais maintenant, pour promouvoir les tous obligés d'avoir vu au moins une fois la cover. Mais ce qui va nous intéresser pour cette histoire, ce ne sont pas leurs chansons, mais un mystère qui les entoure. Et ce mystère est né durant l'année 1994. Cette année-là, le groupe entame une immense tournée dans le monde entier pour leur dernier album, The Division Bell. Pour promouvoir l'événement, Columbia Records, la maison de disques des Pink Floyd, a conduit un dirigeable à leur image qui allait se déplacer entre les différents lieux du concert aux États-Unis. Lors de son inauguration le 10 janvier 1994, un porte-parole du groupe délivre un message énigmatique. You have spotted the Pink Floyd airship. Do not be alarmed. Pink Floyd have sent their airship to North America to deliver a message. The Pink Floyd airship is headed towards a destination where all will be explained upon arrival. Pink Floyd will communicate. Ce court message a marqué quelques esprits mais retombe rapidement dans l'oubli après que l'euphorie du premier concert ne débute en mars 1994. Mars, avril, mai, juin, tout se déroule normalement avec des stats qui affichent complet à chaque fois. Mais le 11 juin, un événement interpellera les fans les plus fidèles. Ce jour-là, un utilisateur anonyme du nom de Publius poste un message sur le forum de discussion du groupe alt.music.Pink Floyd et il dit « Mes amis, vous avez entendu le message de Pink Floyd, mais l'avez-vous écouté? Je peux être votre guide, mais je ne résoudrai pas l'énigme pour vous. Vous devez tous ouvrir votre esprit et communiquer les uns avec les autres car c'est la seule façon de révéler les réponses. Je peux vous aider, mais seulement si des obstacles se présentent. Écoutez, lisez, réfléchissez, communiquez. Si je ne vous promets pas les réponses, vous partirez. Publius. » Cet utilisateur fait donc clairement référence à la phrase prononcée par le porte-parole Ouais, je crois que c'est définir comme un guide dans cette énigme. Peu de temps après, il poste un second message donnant davantage d'informations. Comme certains d'entre vous l'ont soupçonné, The Division Bell ne ressemble pas à ses prédécesseurs. Bien que toute bonne musique soit sujette à de multiples interprétations, dans ce cas, il y a un objectif central et une solution conçue. Pour la personne ingénieuse ou groupe de personnes qui reconnaît cela et vers où cette information pointe, un prix unique a été caché. Comment et où? The Division Bell. Écoutez encore, regardez encore, vos pensées vous guideront. Je conduis les aveugles pendant que je fixe l'acier dans vos yeux. Les paroles, les illustrations et la musique vous y emmèneront. Mais à ce moment-là, personne ne prend ce conte au sérieux. D'une part car il agit sous couvert d'anonymat, et d'autre part, il ne faut pas oublier que nous sommes en 1994, dans les prémices d'Internet. À cette époque, il y avait seulement 40 millions d'utilisateurs dans le monde, contre plus de 5 milliards aujourd'hui. La culture de l'énigme sur Internet n'était donc pas un concept très répandu, et donc peu de personnes se sont investies de manière sérieuse et ont été sceptiques face à ce mystérieux personnage. La majorité des utilisateurs cherchaient plutôt à savoir qui il était, plutôt que de résoudre l'énigme, ce à quoi il a répondu. Tout d'abord, en poursuivant votre lecture, vous comprendrez mieux pourquoi mon identité ne peut être révélée. Répétons-le, je suis un messager, c'est aussi simple que cela. Je ne peux pas vous dire qui m'a envoyé, mais je peux vous dire que j'ai été dirigé vers vous parce que vous êtes un groupe solide de fans
et d'experts de Pink Floyd. C'est un des Les membres, ça à mon de avis. votre groupe de discussion qui ont choisi de dénigrer mes messages parce que je ne peux pas divulguer mon identité choisissent clairement de se concentrer sur le messager et non sur ce qui a été révélé dans les messages. C'est regrettable. J'aimerais penser que tout le temps que vous avez passé à écouter, discuter et penser à Pink Floyd, vous avez été attiré par quelque chose d'unique et de potentiellement extraordinaire. Un mois plus tard, le 16 juillet, il décide d'employer la manière forte. Afin d'acquérir la confiance de ceux qui croient et de réconcilier les doutes des autres, je me suis donné beaucoup de mal pour planifier l'affichage suivant de la communication. Lundi 18 juillet, East Rutherford, New Jersey. Vers 22h30, lumière blanche clignotante, il y a une énigme. Confiance. Alors que le scepticisme de la communauté était à son paroxysme, le lundi 18 juillet, à East Rutherford, vers 22h30, voici ce qu'il se passe. Publius avait raison et gagne instantanément en crédibilité. C'est donc à partir de cet événement que les utilisateurs vont se pencher sur ce mystère. Oui, parce que c'est un des membres. D'étranges signes. Par exemple, Publius se décrivait souvent dans ses premiers messages comme un guide qui devait commencer à indiquer aux utilisateurs la direction à suivre. Et devinez ce que le Division Bell Tour mettait à la disposition de tous, un guide touristique. Guide qui contenait une page avec plusieurs lieux de concert. En portant ce guide à la lumière, on pouvait y observer une page située derrière qui contenait un homme avec une immense cape pointant tout droit vers la ville de Détroit. Il est difficile d'établir une chronologie concernant le mystère de Publius, mais à cette époque, il semble avoir acquis suffisamment d'importance pour être abordé comme un sujet d'interview. C'est un membre qui a été payé, ça à mon avis. En septembre de la même année, David Gilmour, le guitariste du groupe, est interrogé à ce sujet, mais dit ne rien savoir sur ce personnage, aka Publius. Cependant, les détectives d'internet les plus dévoués ont noté quelque chose d'étrange dans la disposition des textes du journal. En observant la fin de la citation, il y est écrit « It is », soit « il est » ou « c'est » en français. Et quelle information retrouve-t-on juste en dessous ? Détroit. Coïncidence ? En tout cas, pour une bonne partie de la communauté, c'était sûr. La suite de l'énigme se trouve là-bas. D'autres indices seront retrouvés au fur et à mesure que le temps passe, comme la mention du mot Publius sur une affiche du clip Learning to Fly, l'apparition du mot Enigma lors de leur concert à Londres le 20 octobre, puis modifié dans une version vidéo sortie l'année d'après. Et même lorsque les nouveaux indices commençaient à se faire rares, des analyses de pochettes d'albums ont été faites, il y a même un site qui répertorie toutes ces analyses, mais spoiler alerte, rien de concret n'a été trouvé. Malgré les dizaines de relances de la part de Publius, des observations sont faites. Vous imaginez, ça fait 30 ans, cette énigme d'internet. 30 ans. J'étais même pas né. Mais aucune conclusion n'en sont tirées. Et ce qui va venir rendre l'aventure encore plus compliquée, c'est le moment où le compte de Publius va être clôturé car le service de mail qu'il utilisait a fermé. Nous sommes désormais en 1996 et outre le fait que le mystère avait déjà bien perdu en attractivité, désormais, le guide avait disparu. Plus tard, un compte sous le nom de Genesis apparaîtra et prendra la relève, cependant beaucoup le considèrent comme un troll, étant donné qu'il n'a pas pu fournir de preuves aussi solides comme Publius l'avait fait. Depuis, il n'y a donc pas eu d'avancée concernant l'énigme, mais il y en a eu seulement concernant son auteur. En 2005, le batteur du groupe, Nick Mason, dira « C'était un stratagème d'EMI. Ils avaient un homme qui travaillait pour eux et qui adorait les puzzles. Il travaillait pour EMI et a suggéré de créer un puzzle qui pourrait être suivi sur le web. Le prix n'a jamais été décerné. À ce jour, l'énigme n'a toujours pas été résolue. L'énigme aurait donc été lancée par leur propre label, peut-être pour booster les ventes d'albums et créer un lore supplémentaire autour de celui-ci. Cela expliquerait donc pourquoi ce fameux Publius avait autant de pouvoir. Le pouvoir de s'approprier la forme que prendraient les éclairages d'un concert, l'arrière-plan d'une scène, de faire apparaître son pseudo sur les œuvres des artistes, tout cela ne pouvait pas être l'œuvre d'une personne lambda. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit de l'œuvre de l'entourage du groupe, mais s'agit-il réellement d'EMI ? Nous ne le saurons probablement jamais. Tout ce que nous pouvons affirmer, c'est que Enigma Publius est l'une, si ce n'est la première énigme et ARG d'Internet. On peut donc dire que la personne ou le groupe derrière a été le précurseur de ce mouvement. Aujourd'hui, 30 ans après, on ne sait toujours pas avec certitude qui est derrière ce mystère, où voulait-il nous emmener, quel était ce fameux prix. Donc finalement on ne sait rien, mais c'est aussi ce qui je trouve fait la beauté mais aussi la frustration de cette histoire.
car la réponse nous attend certainement quelque part, mais personne n'est parvenu à mettre la main dessus. Si vous êtes en possession d'une collection de cartes qui n'a pas encore été sortie officiellement, surtout, ne l'exposez pas sur internet. Si vous le faites, vous risqueriez de subir le même sort que Old School MTG. De son vrai nom Dan Cannon, il s'agit d'un petit youtubeur réalisant des unboxings de cartes Magic the Gathering. Créé en 1993, MTG est un jeu de cartes de stratégie produit par Wizards of the Coast et son concept s'inspire de plusieurs jeux de rôle tels que Donjons et Dragons. Et je vais m'arrêter là avant de dire trop de bêtises parce que je n'y ai jamais joué, donc s'il y a des pros de MTG, n'hésitez pas à m'éclairer en commentaire en expliquant pourquoi ce jeu est si incroyable. C'est pour dire quand j'étais au lycée, tous les lundis entre midi et 2, il y avait un atelier pour jouer à Magic. Donc si ça existait, c'est que ça doit sûrement être une masterclass que j'ignore. Dan réalise donc ses vidéos accueillant une modeste communauté. C'est quelqu'un de motivé qui souhaite partager sa passion. En somme, sa chaîne n'est en aucun cas dévouée à un quelconque drama. Mais le 20 avril 2023, il postera la vidéo qui va tout changer. Ce jour-là, il présente une énième collection de cartes Magic. March of the Machine, The Aftermath. So I was like, I'll pick them up when I get back. And when I went to pick them up today, they were Aftermath collector's boxes. I don't even think this set's been spoiled yet. It's not even out yet. So, yeah, I don't know how he got his hands on these. Ah putain, en plus c'est des mecs, il y a tout un réseau de trafic pour cet argent. Quand tu démontes un réseau d'argent, bah, tu fais chier les gens, du coup les gens se vengent. I've got a Marching Machine Aftermath. Mais le problème, c'est qu'il n'en a pas le droit. Cette collection devait sortir officiellement le 12 mai, soit environ 3 semaines après. Comme on le sait, derrière MTG, il existe une vaste communauté, ce qui signifie qu'une exclusivité dans cet univers est une aubaine pour les joueurs, entraînant un nombre de vues bien supérieur à la normale. Cela a donc attiré une pléthore de personnes, mais également la société derrière le jeu, Wizards of the Coast. D'après leur version, ils auraient d'abord essayé de le joindre par mail, mais Dan n'y aurait pas répondu. Ils ont donc opté pour une deuxième option. Faire appel à l'une des entreprises de détectives privées les plus influentes des États-Unis, envoyant des agents à sa résidence dès le lendemain de la publication de la vidéo. Ça c'est violent. Nous sommes un samedi matin. Pendant que Dan tourne une vidéo pour sa chaîne, sa femme entend toquer à la porte et l'ouvre. 2 mystérieuses personnes sont présentes et lui demandent de rendre les produits volés sous peine de $200 000 d'amende et 10 ans d'emprisonnement. Dan est appelé par sa femme. Conscient de l'importance de la situation, il n'a pas opposé de résistance particulière et a remis sa collection aux détectives. En échange, ils lui ont remis un petit papier contenant un numéro de téléphone appartenant à un employé de Wizards of the Coast. Il n'y a pas de détails précis concernant l'intervention, mais elle devait être suffisamment impressionnante et percutante, car sa femme est décrite comme ayant été en larmes pendant l'incident. En appelant l'employé, Dan explique qu'il ne s'agissait pas d'un vol, comme il était sous-entendu, mais que cette collection lui avait été remise par un vendeur de cartes qui n'était pas familier avec Magic. D'ailleurs, le vendeur a eu accès à cette collection, car grâce à son poste, il a accès à ce genre de jeux de société en avance pour les proposer aux clients le jour de leur sortie. L'erreur est donc compréhensible, dans la mesure où le nom de la nouvelle collection est similaire à la précédente. Celui-ci lui a vendu la collection March of the Machine The Aftermath au lieu de March of the Machine par confusion donc. L'employé est devenu plus compréhensif et s'est excusé d'avoir fait appel à une société de détectives dans cette affaire. En guise de compensation, la société qui gère le jeu de cartes envisage de lui offrir des boosters gratuits. Oui, c'est tout. Après ces événements, Dan a créé une brève vidéo pour expliquer la situation, déclenchant ainsi une véritable tempête de réactions. Cela a été d'autant plus marqué par la découverte ultérieure que les détectives avaient préalablement harcelé ses voisins âgés de 80 ans pour obtenir des informations à son sujet. Ce qui avait été initialement pris avec légèreté s'est rapidement transformé en consternation face aux mesures prises. Les détectives en question, les Pinkerton. Oui, les mêmes méchants que dans Red Dead Redemption. Bon alors bien sûr ils se sont modernisés depuis, mais ce qui insurge énormément d'utilisateurs, c'est le fait que les Pinkerton soient très controversés dans l'histoire. Ils auraient fait des choses pas jolies. Pour la petite histoire, Pinkerton c'est une agence fondée par Alan Pinkerton vers 1850 aux États-Unis. Bien qu'il ait commencé comme fabricant de tonneaux, il a très vite changé de direction et a créé Pinkertons en découvrant accidentellement une bande de faux monnayeurs. Il a ensuite occupé des postes tels que shérif adjoint grâce à ses exploits,
comme la fois où il a déjoué un plan qui visait à assassiner le président des États-Unis de l'époque. L'agence monte donc en popularité jusqu'à devenir la plus puissante du pays, accueillant plusieurs centaines de détectives. Mais le moment à partir duquel Pinkerton s'est devenu controversé, c'est lorsqu'ils ont commencé à être impliqués dans des affaires antisyndicales. Après la guerre de sécession, les Pinkertons ont été sollicités par des entreprises pour mener des opérations contre les syndicats. Ils les ont infiltrés, fourni des gardes, empêché les grévistes et les syndicalistes d'entrer dans les usines et ont même recruté des escouades de tueurs à gages pour intimider les travailleurs. Cette implication a souvent conduit à des conflits violents, tels que la grève marquante de Homestead en 1892, où des agents Pinkerton ont été mobilisés. Le bilan de cette grève inclut la mort de 3 agents Pinkerton et de 9 métallurgistes. Les Pinkertons s'étaient donc connus pour utiliser des tactiques brutales lors de leur mission. Au cours du XXe et du XXIe siècle, les Pinkertons ont évolué et ont été rachetés par une multinationale suédoise. Bien qu'ils se soient modernisés, quelques controverses continuent de naître, comme par exemple cette fois en 2020 où un agent de sécurité sous contrat avec Pinkertons a abattu un manifestant qui l'a aspergé de spray anti-ours. C'est donc précisément le recours à une entreprise avec une telle réputation qui a suscité l'indignation de l'ensemble de la communauté et des médias, en particulier en raison de la nature de l'affaire. Néanmoins, la réaction de Wizards of the Coast s'explique par la valeur économique considérable de leur entreprise, pesant des milliards de dollars. Lorsqu'ils ont constaté que leur prochaine collection avait fuité, ils ne savaient pas à ce moment-là si cette fuite était d'envergure majeure ou non. C'est pourquoi ils ont délibérément opté pour des mesures drastiques afin de résoudre le problème le plus rapidement possible. Cependant, il subsiste une zone d'incertitude. Wizards of the Coast reconnaît avoir sollicité les services d'une entreprise controversée, mais il réfute les affirmations de Dan. Ils soutiennent que l'agressivité et l'intrusion décrites ne correspondent pas à la réalité. Malgré cette défense de l'entreprise, de nombreuses personnes ont également émis l'hypothèse que l'employé avait adopté une attitude aimable au téléphone pour apaiser Dan et l'inciter à ne pas porter plainte. Cependant, la communauté lui a vivement conseillé de ne pas se laisser faire et d'entamer des poursuites judiciaires. Nous ne savons pas avec certitude s'il a suivi cette voie, mais ce que nous savons, c'est qu'il va bien et qu'il continue d'être actif sur sa chaîne YouTube. Le mec, c'est un mec passionné, il essaie ses cartes. Nouveau catalogue! L'été est arrivé chez Carrefour. Et il est à prix moins cher? Imaginez que vous soyez avec un ami et que vous amenez votre voiture chez un mécanicien pour une révision conventionnelle. Pendant le processus, il soulève le véhicule pour accéder plus facilement au châssis, quand soudain, vous remarquez un fil qui pend au niveau de votre pot d'échappement. Intrigué, vous vous approchez pour examiner de plus près et, en tirant dessus, voici ce que vous découvrez. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Azir Afifi et à son ami Khaled. Le mécanicien est formel. En plusieurs années de métier, il n'a jamais vu un truc pareil. Perplexes, ils décident de l'emmener avec eux et durant leur retour, ils en sont persuadés. Il s'agit d'un mouchard. Mais alors, qui pourrait bien vouloir le suivre à la trace et pour quelle raison? Eh bien, Afifi fait le lien avec le récent décès de son père. Depuis cet événement tragique, il aurait été contacté à plusieurs reprises par le FBI pour lui poser des questions. Pour en avoir le cœur net, Khaled propose à Afifi une idée, demander à Internet. Et c'est comme ça que le 4 octobre 2010 à 7h19 est né un post Reddit intitulé « Cela signifie-t-il que le FBI est à nos trousses ? Mon ami et moi sommes allés chez le mécanicien aujourd'hui et nous avons trouvé ceci sur sa voiture. Je suis presque certain qu'il s'agit d'un dispositif de repérage du FBI, mais les colocataires de mon ami pensent qu'il s'agit d'une bombe. Des idées ? Il inclura des détails supplémentaires, tels que le fait que le père d'Afifi était le président d'une association musulmane nommée MCA, et c'est cette connexion qui, selon eux, a suscité l'intérêt des agents du FBI qui l'ont contacté. Il ajoutera également quelques photos supplémentaires de l'objet en question. Seulement 5 heures plus tard, ils obtiendront une réponse qui les confortera dans leurs craintes. C'est le Guardian ST820. Il s'agit d'une unité de suivi GPS fabriquée par la société Cobham, la gamme de produits qui s'appelle Orion. Le redditeur qui a dit que la batterie et le bloc magnétique étaient fabriqués à la main se trompe. Vous avez le kit standard, il est vendu comme ça par Cobham. Les ventes sont limitées à l'armée et aux forces de l'ordre. Oui, le FBI et la police en ont après vous. Maintenant qu'ils ont un nom, ils effectuent une simple recherche sur internet et tombent sur une grande liste de produits vendus par Cobham et la défilent encore et encore avant de le retrouver. 861 $. 861 $, c'est une belle somme, surtout quand vous êtes étudiant.
et que vous n'êtes pas forcément aisé financièrement, ça pourrait payer une bonne partie de votre loyer. Vous l'aurez compris, leur premier réflexe est de se dire qu'ils vont le revendre, mais pas si vite, un événement bien particulier va se produire, ils sont pas contents. En l'air leur plan. Le lendemain, Afifi sort de chez lui et monte dans son véhicule. Nous sommes à Santa Clara en Californie, il fait beau, il se dit qu'il va passer une agréable journée quand soudain, il aperçoit 2 véhicules banalisés, gyrophares allumés. 6 individus, dont 4 policiers et 2 agents du FBI en sortent et se rapprochent de son véhicule. Il lui demande de sortir du sien et de leur rendre le mystérieux objet en lui disant « Nous allons rendre les choses beaucoup plus difficiles pour vous si vous ne coopérez pas ». Impressionné, il s'exécute tout en étant accompagné par 2 agents du FBI, un homme et une femme. Sur le chemin jusqu'à son appartement, la femme se présente sous l'identité de Jennifer Cannan et lui fait des commentaires sur sa propre vie, sur les restaurants auxquels il mangeait, sur l'un de ses amis, sur son nouvel emploi qu'il occupait, bref, Afifi comprend qu'il est surveillé depuis plusieurs mois. Il la décrira par la suite comme charmante et effrayante à la fois, puisqu'elle lui parlait dans sa seconde langue, l'arabe, ce qui montre une fois de plus une infiltration dans sa vie privée. Les 2 agents le questionnent également sur ses allers-retours en Égypte et à Dubaï fréquents. Il répond calmement qu'il a de la famille en Égypte, qu'il soutient financièrement, et que Dubaï correspond à des voyages d'affaires. Voyant qu'ils n'arrivent pas à leur fin, il lui pose explicitement la question « Pensez-vous être une menace pour la sécurité nationale ?» Question à laquelle il répond évidemment négativement. Il n'est pas une personne problématique, mais un simple étudiant qui voyage à travers plusieurs pays pour des raisons parfaitement légales. Après avoir rendu le tracker, l'un des 2 agents reprend les provocations. Il lui tend une feuille sur laquelle était imprimé un commentaire Reddit de son ami Khaled, datant d'il y a plusieurs mois. Sur ce papier, il y est inscrit ceci. La bombe dans un centre commercial semble si facile à réaliser. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un explosif, d'une tenue normale pour ne pas être le fou en trench coat qui tente de faire sauter un centre commercial. Je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression que ça l'est. On peut mettre un sac dans 1 million d'endroits différents, il n'y aurait aucun moyen de prévoir la prochaine cible et vraiment aucun moyen de l'empêcher, à moins que la CTU ne reçoive des infos à la dernière minute, auquel cas toutes les villes sauf Los Angeles sont foutues. Donc oui, maintenant je suis sûrement sur écoute. Afifi ne reconnaît pas les mots de son ami. Selon lui, c'est un gars intelligent, incapable d'être affilié à des organisations extrémistes. Il le connaît depuis toujours et ne serait pas capable de dire cela de manière sérieuse. Les agents semblent enfin en avoir fini avec les questions et s'en vont. Après cet interrogatoire intrusif, Afifi et Khaled se posent tout un tas de questions, dont une en particulier. Est-ce légal ? Est-ce légal de placer un tracker sur la voiture d'une personne contre qui ils n'ont aucune preuve d'un quelconque délit ? Eh bien, ils ont eu la mauvaise nouvelle d'apprendre que oui. Récemment à leur période, grâce à un arrêt de la 9th Circuit Court, le FBI peut, sans obtenir de mandat, traquer une personne en plaçant un dispositif sur son véhicule, même si celui-ci est garé dans une allée privée. Il ne peut donc pas porter plainte pour cette raison. Cependant, il a intenté un procès contre le FBI en demandant des dommages et intérêts, alléguant que la surveillance du FBI l'a marqué d'un stigmate qui a affecté sa vie personnelle et professionnelle. But it has affected my life negatively in terms of job opportunities and my reputation in the job atmosphere. Have you been denied any jobs? Or like twice? Oh, okay. Il demande également la fin de la surveillance ainsi qu'une ordonnance interdisant le FBI de placer ce type de dispositif sans mandat car il y a une atteinte à la vie privée. Cependant, la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte à la vie privée lorsque le dispositif était installé dans un lieu public. Afifi n'obtiendra donc pas justice et est persuadé que toute cette histoire est née à partir de son apparence ethnique et à partir de sa religion. Do you feel that your status as an American Muslim is part of the reason why you were targeted for that device on your car? Definitely one of the reasons. Because of my habits and my lifestyle, I attract their attention. Can you be a little specific about habits and lifestyle? I'll give you an example. I travel a lot overseas. I travel a lot to the Middle East. I have family there. I have 2 brothers there, which I have to financially support in Egypt. Entre-temps, cette affaire a éclaté au grand jour et il y a eu plusieurs types de réactions. D'abord, il y a ceux qui ont littéralement vanné le FBI sur leur système de tracking qui fait la taille d'une matraque. Niveau discrétion, on a vu mieux. En réponse à cette observation, un ex-agent a affirmé que l'appareil en question était un modèle plus ancien et qu'il avait depuis été remplacé par un autre qui n'exige pas de batterie indépendante. Au contraire, il se connecte directement à la batterie du véhicule cible, offrant ainsi une plus grande autonomie.
Mais du coup, les gens ont déduit de cette affirmation que si le FBI utilise d'anciens modèles, c'est peut-être parce qu'ils surveillent tellement de personnes et que de ce fait, ils n'ont plus assez de nouveaux dispositifs. Et c'est ça qui est un peu moins drôle, c'est que s'ils en viennent à espionner quelqu'un qui est vaguement lié à un article gênant sur Reddit, combien de citoyens américains ont des dispositifs de repérage sur leur véhicule en ce moment même ? En avril 2022, un compte Twitter est créé sous le pseudo de Delete Shitcoin. Un compte essentiellement tourné vers le domaine de la crypto-monnaie. Je ne vais pas m'attarder sur la plupart de ces posts, car d'une part, ils sont plutôt techniques et ne sont pas forcément nécessaires pour comprendre le malheur qui lui est arrivé. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'appelle en réalité Nikolai Mushigan et qu'il est le cofondateur de MakerDAO, une organisation à l'origine d'une crypto-monnaie réputée pour sa stabilité. Il est donc un acteur très important dans le domaine. Nikolai parle donc régulièrement de crypto-monnaie pure, mais pas que. Il voue également une activité de justicier d'internet en éveillant les esprits sur certaines arnaques. Il joue donc sur ces deux tableaux et va parfois parler de choses courantes de la vie comme donner des conseils à un utilisateur pour soulager ses acouphènes. Il s'agit donc d'un compte visuellement classique. Mais certains tweets commenceront à être de plus en plus atypiques à partir du mois d'août 2022. Avant, je pensais que c'était les Illuminati de la CIA qui faisaient des manœuvres sophistiquées pour me piéger d'une manière ou d'une autre parce que je représentais une menace pour le cartel des banques centrales, mais maintenant je réalise qu'il s'agit probablement d'enquêteurs privés les moins chers que l'on puisse trouver et qui sont envoyés par le duopole bancaire local. Bon, grosso modo, Nikolai se sent traqué par des individus. Il pensait d'abord qu'il s'agissait d'Illuminati de la CIA car il menacerait l'économie mondiale qu'il appelle aussi cartel. Mais désormais, il pense plutôt qu'il s'agit d'enquêteurs bas de gamme. Il mentionne également en réponse à son tweet que s'il est piégé ou photographié, ce ne sera pas grâce à des méthodes sophistiquées, mais grâce à la persévérance de personnes qui ont un temps infini devant eux et de l'argent à gaspiller. Alors on pourrait légitimement se poser la question, est-ce un troll ? Le temps nous le dira, en attendant, d'autres tweets comme celui-ci fleurissent sur son profil. Dès le lendemain, il poste une photo. Ils ont donc envoyé du jour au lendemain quelqu'un pour désactiver les serrures électriques. Ils ont d'abord essayé d'être subtils et de percer un petit trou, puis lorsque cela n'a pas fonctionné, ils ont tout simplement arraché le conduit entier. Ce n'est pas la CIA, ce sont juste les brutes les moins chères que l'on puisse acheter. Montrez un peu de respect s'il vous plaît. 2 jours plus tard, un arbre tombe sur sa maison. Il a conscience que cela pourrait être une simple coïncidence, mais émet tout de même l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un sabotage supplémentaire. Et après ça, plus rien. Il ne postera plus d'étranges messages de ce type et reprendra ses tweets habituels en rapport avec la crypto-monnaie. Enfin, cela durera jusqu'au 16 septembre 2022. Le cartel des fraudeurs a décidé d'appeler leur ami de l'IRS pour un contrôle. Il a été prévenu parce que plus d'une personne ne pouvait pas contenir sa joie à l'idée d'utiliser l'État pour écraser quelqu'un. Ça ne s'invente pas. Je mets au défi ces personnes de me forcer à expliquer toutes ces choses aux autorités fédérales américaines, sous serment, avec des preuves immuables. J'ai demandé de l'aide à ces personnes pour essayer de construire des outils utiles pour tout le monde, et je me suis rendu compte qu'elles étaient la lie de l'humanité. Ce qu'il appelle cartel des fraudeurs pourrait donc, si nous nous référons à un ancien tweet, être les banques centrales. Il aurait fait appel à celles-ci, mais se serait rendu compte qu'elles sont ce qu'il y a de plus mauvais. Et il continuera de poster des tweets étranges comme le 25 septembre où il prétend que quelqu'un le fait passer pour une personne qu'il n'est pas. Imaginez à quel point quelqu'un doit être diabolique pour me faire passer de crypto-anarchiste anti-étatique depuis 12 ans à quelqu'un qui prie Dieu pour guider les fédéraux de la sécurité nationale au sommet de la chaîne alimentaire et leurs anciennes lois karmiques des manipulateurs bancaires pour qu'ils viennent démolir ce cercle de vie. Selon mon interprétation, il se prétendait, depuis 12 ans, comme une personne qui croit à la liberté qu'offre le système de crypto-monnaie, mais qu'une personne dont on ne connaît pas l'identité le fait passer pour un Illuminati. Et des tweets comme celui-ci, il y en aura une pléthore. Mais un mois plus tard, le 28 octobre, il postera un tweet encore plus inquiétant que les autres. La CIA, le Mossad et l'élite sont à la tête d'une sorte de réseau de chantage au trafic sexuel à partir de Porto Rico et des îles Caraïbes. Ils vont me piéger avec un ordinateur portable placé par mon ex-femme qui était une espionne. Ils me martyriseront à mort. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un énième message énigmatique, mais de son dernier signe de vie. Oh non, chaud. Seulement quelques heures plus tard, Nikolai Mushigan, 29 ans, est retrouvé mort sur une plage de Porto Rico.
Il serait parti de son domicile pour se promener au large d'Ashford Beach et c'est ici qu'il est retrouvé face contre le sol par un surfeur. Est-ce une coïncidence ? Avait-il des problèmes psychologiques pouvant l'amener à être persuadé d'être la cible d'organisation ? Ou est-ce que tout ce qu'il a déclaré est vrai ? Le fait que sa mort soit associée à ces messages étranges a énormément donné de crédit aux théories conspirationnistes. Je parie qu'il a été assassiné. Il a été retrouvé noyé 4 heures après son tweet le plus risqué. Il avait toute l'année pour se noyer ou se faire agresser, il semble donc peu probable que sa mort n'ait aucun rapport avec son tweet. Cependant, d'autres théories fusent, comme celle selon laquelle Nikolai était paranoïaque, et que tout ce qu'il a pu déclarer sur Twitter n'était que le fruit de son imagination. Mais cela a été déclaré par un soi-disant proche resté dans l'anonymat, donc cela donne peu de crédit à cette hypothèse, d'autant plus que sa famille a affirmé qu'il n'était pas touché par ce trouble. En revanche, la famille a déclaré que son décès ne serait ni lié à une noyade accidentelle, ni à un acte criminel, mais qu'il se serait lui-même infligé la mort. Ah, merde. Effectivement, il était dans une spirale de dépression au cours de ces dernières années, pouvant potentiellement l'amener au point de non-retour. Quant à l'autopsie, elle n'a pas été médiatisée, mais la police de San Juan a déclaré que son décès n'était pas considéré comme un homicide. L'un de ses amis soutient cette hypothèse en déclarant « Il avait cessé de parler aux gens et était devenu très solitaire. Je pense que sa santé mentale s'aggravait et qu'il ne demandait pas d'aide. Il s'était renfermé sur lui-même. Je pense, malheureusement, que son dernier tweet était une façon vraiment audacieuse de donner de l'importance à son décès. Du genre, comment puis-je donner de la noblesse et du sens à ma mort ?» Le dernier souffle de Nikolai reste donc un mystère, même si le discours de la famille et de ses proches semble le plus proche de la réalité. Il est possible qu'il ait souhaité s'en aller tout en attirant l'attention sur un problème sociétal qu'il jugeait très important. C'est chaud. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ces histoires et la manière dont elles ont été amenées. Si vous en voulez plus, je ne peux que vous rediriger vers cette vidéo, dans laquelle je raconte également plusieurs histoires bien dérangeantes comme il faut. Je suis sûr que vous ne regretterez pas. C'était une bonne vidéo. Intéressant. On est dans un monde de fou, n'empêche. Le FBI peut carrément te tracer sur tes voitures, enfin... Ils ont pas besoin de mandat, enfin, c'est chaud. C'est une société de fou, n'empêche. En tout cas, c'était une très bonne vidéo, Vision. Toujours. Je suis désolé, je suis fatigué, les gens. What, pourquoi c'est... Est-ce que cette couleur... Par rapport à la caméra, on dirait que j'ai de l'eczéma, what the fuck. Enfin bref. En tout cas, c'était une bonne vidéo. Je vous dis salut. À la prochaine, c'était Hazard. N'hésite pas à t'abonner. Bye.